On débriefe l'actualité du jour avec Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Christian, enfin nous avons les chiffres de l'emploi américain pour apprendre donc que le chômage est remonté à 4,6% en novembre. Oui, on a les chiffres américains, mais ils sont sûrement faux. Ah mince. Ça, non, je blague, hein, mais il y a deux enquêtes. Il y a une enquête réalisée auprès des entreprises. Ça, elle est relativement fiable. Elle nous montre juste un marché du travail dans lequel les entreprises ne licencient pas, mais ne recrutent pas. Donc, on est toujours dans la même histoire. Un marché du travail gelé, bloqué aux États-Unis. Et puis, on a une enquête auprès des ménages qui est beaucoup plus inquiétante, puisqu'elle nous montre d'une part que les ménages américains ils ont maintenant des emplois à temps partiel involontaire, ça veut dire que les entreprises ne les licencient pas mais réduisent le temps de travail, donc il se passe quand même quelque chose aux États-Unis, il y a quand même un ralentissement, mais on préfère pas garder les effectifs mais on réduit le temps de travail, donc c'est pas un bon signal. C'est aussi un taux de chômage qui monte énormément pour les personnes les plus fragiles, le taux de chômage des femmes, le taux de chômage des noirs est en train de vraiment de remonter, le taux de chômage des jeunes, donc ça veut dire que véritablement il se passe quelque chose, contrairement à ce qu'on pouvait croire, la population active continue de monter, donc malgré le fait qu'on a une politique migratoire qui s'est durcie, on a quand même cette population active qui monte. Donc il y a une dégradation. Si vous prenez que l'enquête auprès des ménages, vous avez une dégradation très forte du marché du travail. Sauf que le BLS nous dit derrière, on a eu un taux de réponse seulement de 40% à notre enquête. Les chiffres ne sont pas fiables. Et en plus, on a dû faire des ajustements statistiques. Donc en gros, si vous croyez les chiffres des entreprises, c'est égal, marché figé, rien de dramatique. Si vous prenez les chiffres auprès des ménages, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Et il y a un vrai risque de dégradation du marché du travail dans les prochains mois si l'économie américaine ne réaccélère pas. Donc on est pris entre deux feux, mais ils sont pas fiables. Donc, mais alors qu'est-ce qu'on en pense du coup? On en pense que la Banque centrale américaine est pas dans une position très confortable, parce que sur son principal objectif, donc c'est pour ça que les marchés attendent demain les chiffres d'inflation pour voir l'autre objectif. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réaction de marché très forte. Non, parce que ce sont des chiffres qui sont finalement difficiles à interpréter aujourd'hui. Donc on va attendre les chiffres de décembre, les chiffres de janvier pour peut-être y voir un petit peu plus clair, mais c'est vrai qu'on est dans le flou encore sur l'emploi aux États-Unis. De toute façon, Christian, c'est baisse de taux. On s'en fiche, non, des datas, c'est pas. Alors c'est ça un peu, parce qu'aujourd'hui, sauf que M. Powell nous dit qu'on est en taux neutre, mais ça veut rien dire d'être en taux neutre aujourd'hui, parce que vous avez une croissance américaine qui est en cas, avec des ménages qui vont très bien, et le taux neutre aujourd'hui, c'est pas un taux neutre, c'est un taux qui leur permet aujourd'hui largement de bien vivre, même l'investissement technologique n'est pas sensible au niveau des taux d'intérêt aujourd'hui. Et puis vous avez une autre partie des Américains qui eux souffrent énormément de la conjoncture actuelle, et aujourd'hui la politique monétaire est restrictive pour eux, parce qu'aujourd'hui ils ont des taux sur les crédits à la consommation à 20%, ils ont des taux d'intérêt hypothécaires qui sont trop élevés, ils peuvent pas acheter une nouvelle maison. Donc ces gens-là, eux, ils sont en politique. Donc la Banque centrale doit faire aujourd'hui avec une économie qui est comme ça. Ça c'est compliqué quand même. C'est très compliqué pour définir un taux d'intérêt. Et donc parler de taux neutre, ça n'a aucun sens, parce qu'un taux neutre, il faudrait que ça soit une économie homogène. Et là, comme on est dans une économie qui est complètement hétérogène, qui est complètement déséquilibrée, elle reste en croissance, mais avec beaucoup de risques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, surtout pour 2026, on n'a pas beaucoup de visibilité sur la croissance américaine. D'ailleurs, c'est un peu ce que jouent les marchés actuellement, hein. C'est-à-dire qu'on se dit, l'Europe, il n'y aura pas de très bonnes surprises, mais pas de très mauvaises. Donc l'Europe, c'est la sécurité, entre guillemets, pas exceptionnel, mais c'est de la sécurité. Et les États-Unis, c'est beaucoup de risques sur le scénario économique pour 2026. Alors, je ne sais pas si l'Europe, c'est la sécurité, mais en tout cas, on revient sur les règles pour l'automobile en 2035. Il n'y aura plus cette obligation à 100% d'électrique. On passe à l'objectif 90% de baisse des émissions de CO2. Est-ce que ça va permettre de remettre un peu de baume au cœur aux constructeurs automobiles? Alors, pas totalement. Mais d'une part, on voit l'Europe commence à comprendre que c'est une aberration ce qu'elle avait mis. Alors, c'est pas une aberration dans la volonté de réduire les émissions de CO2, c'était une aberration de vouloir faire un choix dans le véhicule électrique, et un choix sans avoir finalement pensé à toute la filière, sans avoir suffisamment investi dans la filière électrique, sans avoir suffisamment investi, parce que demain, si tout le monde roule en électrique à Paris, le réseau électrique parisien ne supportera pas. Donc on voit qu'il y a plein de lacunes finalement. Et donc de dire un matin, en 2035, on ne vendra plus de véhicules thermiques, c'était une aberration. Maintenant, il ne faut pas revenir dessus quand même, il ne faut pas revenir tout en arrière. Mais donc, on est encore sur quelque chose qui est totalement ambigu. D'une part, des consommateurs qui n'osent plus acheter une voiture parce qu'ils savent pas quelles sont les voitures qui vont rouler demain. Ils comprennent rien au bonus. Ils comprennent rien. D'autre part, on va avoir une segmentation du marché européen selon les efforts qui sont faits selon les marchés. Peut-être que dans certains marchés, on va aller plus vite vers l'électrique que dans d'autres. Donc, ça va pas aider les constructeurs avec des marchés qui seront très segmentés. On n'a pas réglé le problème des batteries. Alors maintenant, on en est à l'Europe qui va subventionner ceux qui construisent des batteries parce que faire des prêts, pour éviter de revenir en arrière. Mais on est encore sur de la subvention. Ça prouve qu'on a complètement raté ce passage et cette
cette industrialisation. Donc c'est un aveu d'échec. Il aurait mieux valu que l'Europe dise je veux que les véhicules émettent de moins en moins de CO2, choisissez votre technologie, faites-le. Et puis surtout, la grosse lacune dans cette réglementation, c'est qu'on regarde l'émission de CO2 des véhicules, mais on ne regarde pas sur leur durée de vie. Le coût d'émission de CO2 de fabrication du véhicule, le coût quand on l'utilise, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que des véhicules thermiques, bien réglés, bien entretenus, finalement, sur quelqu'un qui roule pas beaucoup, finalement, c'est mieux qu'un véhicule électrique, parce que le véhicule électrique, vous émettez énormément de CO2 pour le produire, mais après, il n'en consomme plus. Mais le coût du véhicule électrique est quand même assez élevé. Il faut le prendre dans sa totalité. Donc, franchement, il y a une aberration. Il y a eu une aberration dans la règle, une aberration dans la mise en place, et c'est un gros échec pour l'industrie automobile européenne qui n'a pas su s'adapter en une quinzaine d'années. Donc, c'est beaucoup d'échecs. Donc, aujourd'hui, bon, ça c'est le constat, mais ce qui est clair, c'est que demain, il faut que l'Europe ait une logique et une stratégie industrielle. Ce qu'ont les Chinois. Les Chinois, ils font un plan quinquennal. Alors, je ne veux pas défendre le plan, mais il aurait fallu faire un plan et en voyant de A à Z toute la chaîne, parce qu'on ne crée pas une industrie comme ça sur le véhicule électrique en disant seulement j'interdis demain qu'on vende des véhicules thermiques. Il fallait regarder déjà la partie terres rares, la partie production de batteries, la partie assemblage, imposer des règles qu'une partie des véhicules en Europe soit construit en Europe pour pouvoir circuler en Europe, parce on commence à comprendre, mais il faut remettre tout à plat. Mais il n'y a pas eu d'études d'impact, parce que il n'y a pas d'études d'impact, il n'y a pas d'études de faisabilité, et surtout, moi je comprends le consommateur européen, dont on lui dit vous achetez un véhicule électrique beaucoup plus cher, mais on ne sait pas si demain il n'y aura pas des progrès technologiques qui feront. En plus, c'est pas sûr que vous pourrez recharger chez vous vos véhicules électriques. Et donc on arrive à finalement ce qui marche bien, c'est des véhicules hybrides non rechargeables qui revient à masquer du thermique, parce qu'on voit que dans la décision les gens préfèrent ça. Mais aujourd'hui, il faut rassurer le consommateur pour relancer le marché de l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ce qui est le pire des scénarios, les gens n'achètent pas leur voiture, le parc vieillit et les gens préfèrent finalement acheter des pièces détachées et garder leur véhicule. Du coup, le parc vieillit et émet beaucoup plus de CO2. Donc, on est sur véritablement un exemple, un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire en termes de politique. On va vous envoyer à Bruxelles, Christian, faire un petit tour pour expliquer tout ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin.